bienvenue dans le petit jingle. Bonjour, bonne année et bienvenue dans les 4V. François Braun, pour la santé, on le voit bien en ce moment, c'est pas complètement gagné. On a beaucoup de sujets à voir ensemble, mais d'abord, sans mentir, comme le ferait un médecin qui tiendrait un langage de vérité à ses patients. Qu'est-ce que vous dites aux Français qui ont le sentiment aujourd'hui que notre système de santé est aux abois ? Je dis que notre système de santé est en difficulté, en tension, en tout cas ne va pas bien. Je le dis depuis que je suis arrivé il y a 6 mois. Mais vous avez dit à bout de autant, souffle quand vous êtes arrivé. Oui, tout à fait. Pour autant, je crois qu'il faut aussi dire aux Français que notre système de santé soigne, sauve tous les jours, toujours, mais pourtant il souffre. Donc c'est ça qui est inadmissible. C'est-à-dire que nous avons des soignants qui sont en difficulté dans leur travail. Et c'est d'abord à eux aussi que je pense. Mon travail, c'est bien sûr d'apporter la santé aux Français, de leur garantir une bonne santé, mais aussi de m'occuper des soignants. Est-ce que ce n'est pas plus grave que ça ? Est-ce qu'on n'est pas face à un système de santé qui, après avoir été fragilisé pendant des années, est en train de s'effondrer petit à petit ? Bien sûr, mais... Oui, vous parleriez d'effondrement ? L'effondrement est un peu dur quand même. Comme je vous le dis, il soigne, il sauve toujours. Ce qui est intéressant, en tout cas préoccupant, c'est qu'il n'y a pas que la France. C'est qu'on se rend compte que tous les systèmes de santé, on voit bien ce qui se passe en Grande-Bretagne, mais également en Allemagne, au Canada, j'ai échangé avec mes homologues, tous les systèmes dans cette post-Covid... Ça ne sont pas pris en charge aux urgences ce matin. Non, mais c'est très intéressant pour avoir le diagnostic, vous me parliez de médecin, pour avoir le diagnostic le plus précis. Donc le système de santé est en grande difficulté. Mon travail, c'est de le remettre sur les rails, et c'est ce que je m'échine à faire depuis 6 mois, en allant voir les gens sur le terrain. C'est ça la méthode, en donnant la parole à ceux qui ne l'ont pas d'habitude, parce que c'est ça qui est important. Si vous allez sur le terrain, François Braun, docteur Braun, vous irez peut-être dans votre ancien hôpital, à Metz-Thionville. Vous étiez ancien chef de service des urgences là-bas. Aujourd'hui, la quasi-totalité des infirmiers et des aides-soignants de cet hôpital, de votre hôpital, sont en arrêt maladie. On fait quoi ? On fait quoi pour eux, pour les patients, on fait quoi quand on a... tout le personnel qui est en burn-out. Les situations qui ont été décrites, et bien sûr j'ai écouté mes anciens collègues, les situations qui ont été décrites sont inacceptables. Je vous le disais, c'est un système de santé avec les professionnels qui souffrent. Alors, particulièrement Thionville, puisqu'on en a parlé, mais il n'y a pas que Thionville, il y a beaucoup d'endroits malheureusement sur le territoire où ces professionnels souffrent. Des mesures ont été mises en place. La direction de l'hôpital, la présidente de CME, qui est entre guillemets la patronne des médecins, l'agence régionale de santé ont été au chevet très très vite pour mettre en place des mesures. Je crois que la situation est en train de s'atténuer, de s'améliorer un peu, mais ça ne suffit pas. Ou pas. Non, ça suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Très clairement, ça ne suffit pas. Mais alors, ça suffit pas. Vous qui avez été avec ceux qui font, quand vous avez été médecin, maintenant vous êtes du côté de ceux qui décident. Qu'est-ce qui fait que rien ne se soit arrangé depuis votre nomination ? Vous n'êtes pas responsable de tout, vous êtes là depuis juillet. Non, mais on est bien d'accord. Mais qu'est-ce qui fait que quand vous arrivez, vous dites le système est à bout de souffle. Là, on voit que ça va de mal en pis. Comment ça se fait ? Pourquoi on n'arrive pas, même en soins d'urgence de l'hôpital, à soigner cet hôpital ? Alors, j'ai appliqué ce que je sais faire. Vous parliez de soins d'urgence, j'ai mis en place des soins d'urgence. Alors, on me dit, vous n'avez rien fait. On me dit aussi, vous avez fait des pansements sur des plaies. Oui, c'est ça aussi l'urgence. Vous savez, c'est d'abord ce qu'on appelle en médecine le traitement symptomatique. On traite les symptômes. Je ne veux pas vous lancer la perche pour le paracétamol, mais c'est le paracétamol quand on a de la fièvre. Ça, c'est ce que j'ai fait là, tout de suite. Ce sont des mesures d'été, ce sont été les mesures qui ont été prolongées pour passer ces paliers de crise, pour atténuer ces crises. Maintenant, il y a le traitement de fond. Parce que se contenter de mettre... C'est quoi le problème de fond ? C'est un problème de gouvernance des hôpitaux ? C'est un problème d'indice de maltraitance du personnel ? C'est ça qu'il faut revoir de fond en comble ? Ça, ce sont des conséquences. Le problème de fond, c'est que depuis 40 ans, nous avons un système de santé qui a été construit sur l'offre de soins. C'est-à-dire, on s'est dit, on va mettre de l'offre un petit peu partout et ça va répondre aux problèmes. Avec une obsession, celle de faire des économies. Avec une obsession de faire des économies. C'était une mauvaise obsession ? Oui, c'était une mauvaise obsession. Bien sûr, on s'en rend compte maintenant. Alors que le vrai problème, c'est un système qui répond aux besoins de santé des patients, aux besoins de santé des Français, qui n'est pas concurrentiel entre la ville, l'hôpital, la clinique. Il faut arrêter tout ça. Il faut se mettre autour de la table, travailler ensemble. C'est ce qu'on a fait pendant le Covid. Et c'est pour ça que nous avons passé cette crise, et plutôt bien. On l'a passé avec un peu de chance, visiblement. Il y a eu un rapport qui a été rendu public de l'Inspection générale des affaires sociales qui dit qu'on n'est vraiment pas passé loin de la catastrophe. On serait mieux équipé aujourd'hui s'il y a une grosse vague de Covid ? On saurait mieux faire ? Ou il va falloir croiser les doigts ? Vous parliez de mon métier d'avant, urgentiste. Le boulot d'un urgentiste, en particulier au niveau des SAMU, c'est justement d'anticiper les crises. Mais quand arrive une crise, et il y en a tout le temps, l'important, c'est d'analyser ce qui s'est passé, ce qu'on appelle les retextes, les retours d'expérience.
On ne fait jamais très bien, sinon ce ne serait pas une crise. Ouais. Si on pouvait tout imaginer avant. Donc, on fait un retour d'expérience, on s'adapte, là, ce retour on d'expérience, modifie. c'est pas qu'on n'a pas fait trimestre, c'est qu'on est passé à côté du naufrage. C'est ça ce qu'on dit dans le... Est-ce qu'on serait vraiment mieux armé aujourd'hui, en vrai? Oui. Ouais. Oui, vraiment. Vous savez, passer à côté du naufrage, en naufrage, j'étais sur le terrain, vous le savez, Vous êtes bien dans placé l'Est. pour le savoir. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, ce qui a été fait, vu du terrain. Après, on peut toujours dire Je ne parle qu'il pas des manquait soignants, des je choses. parle de la prise en charge et de l'organisation de tout ça au niveau politique. Ça ne va pas à l'hôpital, ça ne va pas non plus pour les médecins libéraux, qui sont en grève depuis les vacances de Noël, une grève qu'Elisabeth Borne, la Première ministre, a qualifiée de vraiment pas responsable. Alors, ils vont manifester aujourd'hui, ces médecins libéraux. Ils se disent écrasés sous le travail administratif. Ils disent qu'avec une consultation à 25 €, ils ne s'en sortent pas. Ils sont obligés de faire du chiffre, en quelque sorte. Ils veulent une consultation à 50 €. Est-ce que, oui ou non, vous allez leur donner gain de cause sur cette revendication? Est-ce que la consultation en médecine libérale va passer à 50 €? Non. Non, soyons raisonnables. Enfin, je reconnais, bien entendu, leurs difficultés. Je sais que, je vous disais tout à l'heure, on a un système qui souffre. C'est pas qu'à l'hôpital, c'est aussi en ville. Ils souffrent parce qu'ils travaillent dans des mauvaises conditions, parce qu'ils ne peuvent pas faire leur travail de fond, parce qu'effectivement, il y a des charges administratives qui sont beaucoup trop élevées. Maintenant, doubler quelque part le revenu, c'est d'un revenu moyen, il faut dire les choses, de 90 000 €. Mais il y aura une revalorisation ou pas? Mais oui, mais de quel ordre? Dès le départ, quand j'ai discuté avec les syndicats, c'est d'ailleurs eux-mêmes qui ont apporté cette idée du droit et des devoirs. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, je suis prêt à augmenter cette consultation dès lors que les besoins de santé des Français sont remplis. Quels sont ces besoins de santé? De quel ordre? On a envie que la grève s'arrête. Quand on cherche un généraliste, on n'en trouve pas depuis 15 jours. Ça, c'est pas parce qu'ils sont en grève. Oui, mais ça fait partie aussi parce que les cabinets étaient fermés pendant les périodes de fête. De quel ordre sera cette revalorisation? Ils veulent 50, ils sont à 25, vous mettez le curseur à combien? Tous les 5 ans, il y a ce qu'on appelle la négociation conventionnelle entre les syndicats de médecins et l'assurance maladie. C'est ce qui arrive là aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je suis là qu'ils sont en grève. C'est parce qu'il y a cette négociation conventionnelle et que chacun montre les muscles pour obtenir un peu ce qu'il veut. Eh bien, laissons cette négociation aller au bout. C'est jusqu'à fin février. Et sur ce principe gagnant-gagnant, c'est-à-dire, d'accord, on augmente la consultation, mais je veux que les 650 000 Français qui sont en maladie chronique aient un médecin traitant parce qu'ils n'en ont pas actuellement. C'est 650 000. Je veux qu'on puisse avoir un médecin la nuit, le week-end. Je veux qu'on puisse, dans la journée, avoir accès à un médecin. Donc des droits et des devoirs. Il faut que ça soit donnant-donnant. C'est des droits et des devoirs, c'est donnant-donnant. Moi, ma porte, je l'ai dit, elle est toujours ouverte. Vous allez les recevoir après leur manifestation aujourd'hui? C'est compliqué parce que j'ai beaucoup de choses, mais je les ai déjà reçus. Le collectif, je l'ai vu, la première fois qu'ils sont venus manifester, je suis descendu dans la rue pour discuter avec eux. Je les ai revus ensuite, nous avons pu échanger. Je vais faire mon possible pour les voir dans la journée, mais vous savez, on a beaucoup de sujets au niveau du gouvernement en ce moment. Oui, beaucoup de sujets. Les laboratoires de biologie aussi sont en grève. Ils ne transmettent plus les résultats du Covid. Ça veut dire que vous ne savez pas où on en est de la 9e vague de Covid en France aujourd'hui? Si, nous savons quand même où nous en sommes, heureusement. Et puis nous avons les projections de l'Institut Pasteur. Les laboratoires de biologie, là aussi, il faut mettre les choses clairement sur la table. Mon principe, c'est d'avoir un langage de vérité avec les Français. C'est un secteur qui a des bénéfices hors normes dans le monde de la santé. 3 milliards de bénéfices en 2021, quand même. Pour eux, pour le coup, ils ont profité du Covid. Ces 3 milliards, c'est la sécurité sociale. C'est l'argent des Français, c'est le vôtre, c'est le mien. Elle est irresponsable, leur grève à eux? Oui, elle est irresponsable. Bien sûr, toute grève qui prend en otage la santé des Français, je la condamnerai. Je ne condamne pas le droit de grève, c'est normal. Mais prendre en otage la santé des Français, ce n'est pas normal. J'ai fait grève. Comme vous le savez, j'étais syndicaliste. Et ben, j'étais au boulot avec un brassard marqué grève et j'expliquais aux gens pourquoi j'étais. Juste pour boucler sur le Covid, c'est inquiétant ou pas la situation du Covid en France? On voit les chiffres en Chine qui sont spectaculaires, incontrôlés, semble-t-il. Alors, en France, il faut être là aussi, voir les chiffres. Nous sommes en train de redescendre de façon importante, y compris en termes d'hospitalisation. Mais ce qui se passe en Chine est préoccupant, d'où les mesures que j'ai prises, que la Première ministre a prises dans le cadre d'un décret pour le contrôle des passagers arrivant de Chine. Alors, on ne manque pas seulement de soignants, on manque aussi de médicaments. François Braun, vous l'évoquiez avec le Doliprane tout à l'heure, on manque de paracétamol. Le 23 octobre, sur BFM TV, vous disiez « Oui, il y en aura assez pour passer l'hiver. Dans quelques semaines, ce sera réglé. » Le 20 novembre, au Grand Jury RTL, vous disiez « Dans les semaines qui viennent, nous aurons réglé ce problème avec des stocks qui seront revenus à un niveau normal. » Quand est-ce que la situation va vraiment rentrer dans l'ordre sur le paracétamol? Alors, le paracétamol et d'autres. Et d'autres. On parlera de l'amoxicilline aussi après. Nous surveillons les stocks. Ce qui est intéressant, notre système en France, c'est que déjà, nous avons une alerte. C'est une tension sur les stocks. On a deux problèmes. On a une tension sur les stocks. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a plus, mais ça veut dire qu'on est dans des stocks qui sont
en dessous, c'est pareil pour les poches de sang, par exemple, si vous voudrez qu'on en parle après. Nous avons des stocks qui sont en dessous de ce qu'on a prévu en termes de sécurité. Ça dépend de plusieurs phénomènes. Et en fonction des médicaments, c'est différent. Le paracétamol, c'est quoi le problème? Le paracétamol, c'est que ça vient de Chine. C'est que la molécule vient de Chine et que les Chinois en ont besoin. Pas uniquement. Elle vient beaucoup... d'Inde, elle vient des États-Unis. Oui. UPSA, par exemple, se fournit aux États-Unis aussi. Le problème, c'est qu'il y a une augmentation de 13% de la consommation de paracétamol, avec tous ces phénomènes grippaux, qui n'a pas été anticipé par les industriels. Ils réagissent, nous sommes entre guillemets sur leur dos, si je peux m'exprimer ainsi. Ils font tourner leur chaîne 24 heures sur 24. Nous avons du paracétamol, mais pas toutes les formes. Donc le retour à la normale, pour répondre à la question que je vous posais, on ne sait pas. Sur le paracétamol, les industriels me disent que ça va être très vite. Mais il y a le retour à la normale dans les stocks et il y a le retour à la normale dans les pharmacies, qui sont là aussi des choses différentes. Moi, je sais que les pharmaciens, et je les en remercie, passent un temps phénoménal à trouver des médicaments, à trouver des boîtes. Pourtant, on me dit il y a des stocks. Donc nous sommes en train de regarder très près cette différence entre les stocks et la pharmacie. Ça me préoccupe, mais bien sûr. Et l'amoxicilline, qui est quand même un antibiotique fondamental pour soigner les enfants, là encore, on n'arrive pas à en trouver. À quand le retour à la normale? Moxicilline, 2 mois pour être vraiment tranquille et avoir nos stocks qui sont reconstitués. Donc on va passer l'hiver sans amoxicilline? Non, avec je vous dis, nous en avons. Je viens d'autoriser la fabrication d'amoxicilline en France, c'est-à-dire les préparations magistrales, c'est comme ça que ça s'appelle, des pharmaciens qui fabriquent de l'amoxicilline. Et là aussi, nous avons différentes formes, mais nous manquons de certaines formes d'amoxicilline. Est-ce que vous vous sentez un peu impuissant, François Braun? Est-ce qu'être ministre de la Santé aujourd'hui, c'est une mission impossible? Non, sinon je ne serais pas là. Ouais. Non, bien sûr que non. Impuissant, pourquoi? Au contraire, je pense que, vous savez, je vous le disais tout à l'heure, nous avons cette succession de crises. C'est malheureusement l'ADN du ministère de la Santé. Mais il faut passer au-delà. Moi, mon travail maintenant, c'est de reconstruire notre système de santé. Et demain, le président de la République, avec qui je travaille depuis 6 mois, va annoncer son programme. C'est quoi, il va annoncer un plan? Il va annoncer un plan demain? Il va annoncer les grands axes, où nous allons avec le système de santé, comment nous allons le réformer. Est-ce qu'il va annoncer un plan? Il sera le énième, il y a le plan hôpital, le plan santé, le plan machin. Il y aura un plan demain, on va dire voilà, c'est le plan 2023 ou pas? Ce qui est important, ce n'est pas le nom de ce qu'on va donner, c'est où on va, comment on y va et quelles sont les étapes. Il va mettre des moyens? Bien sûr. Ouais, combien à peu près? En tant que de besoin, je vous dirais. Ça veut dire quoi? Non, pardon. Non, mais ça veut dire que... Ça marche plus ces réponses-là en tant que de besoin. Combien il va falloir? On a le budget de financement de la sécurité sociale qui a été projeté. Ouais. On met des mesures en face et puis oui, on met les moyens. Je veux dire, je ne peux plus entendre que la santé est corsetée, n'a pas les moyens. Non, la santé des Français, c'est la préoccupation principale des Français. En tant que responsables politiques, nous devons répondre aux besoins de santé des Français. Et puis, vous savez, il y a des moyens à mettre sur le soin. Et il y a des moyens importants à mettre sur la prévention aussi, parce que c'est ça l'avantage pour demain. En novembre, vous disiez dans 6 mois, ça va aller mieux. Vous maintenez que donc en avril, ça ira mieux? On sera sorti de la tempête? Oui, on sera dans une tempête moins forte. Vous savez, on ne sera jamais sorti de la tempête dans le domaine de la santé. Mais ce qu'il faut, c'est que les marins se sentent bien et tiennent bien la barre du bateau. Pour l'instant, ils ont un peu le mal de mer, les marins. Un dernier mot, parce que vous y teniez, vous avez raison. Sur le don de sang, il y a vraiment urgence, il y a un appel à lancer. Oui, il y a un appel à lancer sur le don de sang. Là aussi, nous avons encore du sang, mais nos stocks se sont fortement diminués par diminution du don. Nous n'avons plus que 14-15 jours de stock, ce qui est insuffisant. Donc, il faut aller donner son sang. Tout le monde peut aller donner son sang, c'est important. Moi-même, j'irai donner mon sang mardi prochain. Allons-y, parce que le sang, ça sauve des vies. Merci beaucoup François Braun d'être venu dans les 4V. Merci à vous.